Oh, écoutez, ça c'est une question tellement complexe. J'ai mis 3 ans à essayer de comprendre ça. Et je ne sais pas même si je l'ai encore compris au bout de 3 ans. Et donc non, je n'ai pas de réponse. Mais en même temps, non, ça n'est pas tout à fait juste. Hein. Enfin, si, douche, mais pas. Il n'est pas étudiant à Paris, lui. Hein. Il est étudiant au Cambodge, en province. Puis ensuite à Phnom Penh, à l'Institut pédagogique, je crois. Un intellectuel. Oui, un intellectuel, oui, oui, enfin un intellectuel petit intellectuel un peu. Un professeur de mathématiques. Et alors dans le cas de douche, enfin je sais pas, il y a sans doute aussi le fait de la province. Il découvre Phnom Penh qui est une grande ville occidentale à l'époque. Et il découvre la corruption, les inégalités sociales, et il devient militant révolutionnaire. Finalement, jusque-là, c'est assez simple. Après, il y a un engrenage. Oui, ce qu'on appelle les bourreaux ordinaires. Mais justement, l'intérêt, c'est ça, la question. L'intérêt de la question, c'est ça. De savoir comment, en un rien de temps, une situation devient chaotique et d'un coup, il y a des héros. Il y a des héros et il y a des salauds, quoi. Donc effectivement, c'est le cas de la Seconde Guerre mondiale, c'est le cas de toutes les situations chaotiques. Enfin, c'est le cas de Sarajevo aussi. Hein. Où avant la guerre, toutes les communautés vivaient dans cette ville, côte à côte. Il y avait à l'université de Sarajevo des Serbes, des Croates et des Bosniens. Et puis quelque chose explose. C'est aussi l'interrogation de ces livres-là. C'est ma famille littéraire. Ah oui, les grands morts, oui, enfin il y a certains écrivains comme ça qui reviennent quasiment dans chaque livre, mais aussi parce que je connais à la fois leurs livres, mais aussi leur vie sur le bout des doigts, et que ce sont des écrivains qui se sont déplacés beaucoup. Alors il y a Graham Greene, très présent dans ce livre. Il était déjà au début de Pura Vida, qui est le premier de ces livres-là sur l'histoire de la Révolution. Et puis, merci. Et puis Pierre Loti, et puis Conrad, évidemment. Et Conrad, lui, oui, enfin là, c'est pas lui. Enfin, il s'est déplacé lui aussi beaucoup, mais en fait, c'est Coppola qui l'a aidé à se déplacer, puisque dans le livre africain que j'ai écrit avant, je parlais évidemment beaucoup de Au cœur des ténèbres, que lui avait placé près de ce qui s'appelait à l'époque Stanleyville, qui s'appelle aujourd'hui Kisangani, au nord du fleuve Congo, la courbe du fleuve, comme dit Naipaul. Et puis c'est Coppola qui a amené, qui a mis le cœur des ténèbres au temple d'Angkor, au Cambodge, par une espèce de coup de génie, fate better. Mais moi je lui donne plutôt, enfin je la prends plus dans une acception littéraire, parce que quand on écrit, ou quand on peint, ou quand on compose, il vaut mieux toujours partir de ce principe-là. Enfin, c'est toujours un échec, mais le but c'est d'essayer d'échouer moins bien qu'avant, d'échouer moins, d'échouer mieux. Et bon, ça ressemble à tout ce que nous faisons. Je n'aime pas les écrivains contents, les compositeurs contents ou les peintres contents. Enfin, quand on est content, c'est que c'est fini. C'est plus la peine. Pas content de ces livres. C'est plus la peine de faire autre chose. Ben bonjour, je vais prendre un verre de vin blanc sec. Enfin, mieux vaut un bel échec qu'une réussite minable. Voilà. Oui, enfin, et puis se dire, voilà, là, de cette façon-là, en tout cas, cette fois-là, j'ai échoué ainsi. Et
j'essaierai à nouveau. Et Lowry, Malcolm Lowry, pour vous? Eh bien oui, Malcolm Lowry, c'est évidemment grands écrivains du XXe siècle, même au-delà. Et donc Lowry, il a réussi Under the Volcano. Mais enfin, comment, hein, après, le manuscrit perdu, égaré, brûlé, l'incendie, la destruction de sa vie, et à la fin il a ça. À la fin il a ça, c'est quoi, c'est 47? Et il pense qu'il va faire mieux encore. Il n'y parvient pas, alors pour tout un tas de raisons, il n'y parvient pas. Ce qu'il fait après n'est pas du tout négligeable, mais en même temps ça ne serait pas lu s'il n'y avait pas le volcan. Non, mais il y a Ultramarine avant, qui est un livre intéressant, mais même Ultramarine aujourd'hui ne serait pas lu s'il n'y avait pas le... Voilà, à tout point de vue, au milieu de tout ça, s'élève le volcan, bien sûr. Mais après, il a essayé de faire une construction complexe, dantesque. Et le volcan aurait été je ne sais pas où, enfin l'enfer, il voulait faire le purgatoire, là, bon, il a réécrit. La genèse de tous ces livres est très complexe, jusqu'à... il me semble qu'il y a des posthumes, hein, il meurt en 57, 10 ans après le volcan. Et je pense que d'ailleurs, il y a un seul livre de Lowry qui n'est pas traduit en français, c'est La Mordida, qui est posthume. Ça sera l'une des tentatives futures à nouveau, oui, à l'échec, mais j'écris sur Lowry. C'est quelque chose qui va venir? Oui, enfin qui va venir. Oui, je l'espère, je prends beaucoup de plaisir à ça, mais il y a des années que j'écris là-dessus. Oui, c'est Naïma. C'est des blancs de poulet, hein, mamie. Voilà. Oui, parce qu'il y a un côté christique chez Lowry. Dans l'un de ses deux biographes, Douglas Day, c'est lui qui écrit que Under the Volcano est le plus grand livre religieux du XXe siècle. Il le dit avec ironie, mais pas complètement. Parce que j'étais en train de finir le livre africain. C'était l'automne 2006. J'étais autour du Tanganyika, dans les camps de réfugiés des guerres du Kivu. Et quand j'ai appris, et je le note d'ailleurs dans ce livre-là, on est à peu près à l'automne 2006, c'est là que j'ai appris que le procès des Khmers rouges aurait lieu finalement. Et donc ça me laissait du temps, ça me laissait 2 ans. Ça me laissait 2 ans pour prendre mes dispositions, d'une part, pour pouvoir être à l'ouverture du procès à Phnom Penh, et puis ça me laissait du temps pour tout lire et essayer déjà de comprendre ces peines perdues, mais au moins tout savoir. Et puis pouvoir être à l'ouverture du procès en février-mars 2009. Vous avez eu un contact direct avec Il a rendez-vous à 6 heures. Un des Khmers rouges, il n'y a que ça dans les rues à Phnom Penh. Le chef de l'État, Hun Sen, est un ancien Khmer rouge. Donc, non, par contre, avec aucun des 5 accusés du procès. C'est un procès numéro 1, c'est Dou, tout seul. Procès numéro 2, c'est Nuon Chea, Khieu Samphan, Ieng Sary, Yen Thirit. Non, évidemment, je n'ai eu aucun contact avec aucun de ces 5-là, puisqu'ils sont emprisonnés. Moi, quand j'ai commencé à travailler là-dessus, ils étaient déjà emprisonnés
depuis pas mal de temps, donc pour avoir des contacts directs avec eux, et d'ailleurs c'est complètement inutile puisque il faut être avocat. Et en même temps, ça n'a pas d'intérêt puisque leurs défenses sont prêtes depuis très longtemps, donc ils ne diraient pas autre chose que ce qui est depuis longtemps rédigé. Non, il y a eu une période, là j'invite des Cambodgiens en France, j'en édite. J'en édite en bilingue à la Maison des écrivains étrangers qui là ce soir doivent être... Je pense que j'ai invité de jeunes écrivains et de jeunes réalisateurs cambodgiens qui ont dû atterrir à Roissy cet après-midi et qui quittent le Cambodge pour la première fois de leur vie. Et je les édite en bilingue. Et parmi les jeunes réalisateurs, il y a cette jeune réalisatrice, Roshan Saidnatar, qui elle a fait une interview, un entretien très très bien de Que s'enfant à l'époque où ceux-là pensaient qu'ils ne seraient pas inculpés, que le procès n'aurait jamais lieu. Donc là, à ce moment-là, c'était intéressant de les rencontrer, puisque là, ils parlaient très librement, puisqu'ils n'étaient pas en prison, et ils pensaient qu'ils ne seraient jamais jugés. Donc ils parlent d'autant plus tranquillement. Aujourd'hui, ça n'a pas d'intérêt. Enfin si, aujourd'hui, enfin si, j'ai assisté à des audiences du procès, donc voilà, je sais ce qu'ils disent, mais enfin c'est une ligne de défense. De laquelle on n'apprend rien. Ils ne sont pas coupables de leur point de vue. Le seul qui a plaidé coupable, c'est Douk au début. Lui, au début, a plaidé coupable. Il demandait pardon. Et puis après, il a changé de stratégie. Enfin, lui ou ses avocats, c'est toujours des trucs. Et après, il a ressorti cette règle de droit romain, nugum crimen sine lege, ce qui est très habile, parce qu'effectivement, pour être coupable, il faut enfreindre une loi. Or, comme il n'y avait aucune loi en vigueur à l'époque au Cambodge, il n'a enfreint aucune loi. Il a fait condamner des gens à mort. Donc si on enlève ce chiffre évidemment exorbitant, je sais plus, le tribunal le reconnaît coupable de 12 000 et 12 500 morts en 3 ans, 8 mois et 20 jours. Mais finalement dans un pays où ils étaient au pouvoir et où la peine de mort existait. Donc après tout, la peine de mort a existé, existe encore dans beaucoup d'États. Donc la défense est très habile. C'est-à-dire qu'il y a des juges nord-américains qui, à ce moment-là, si la peine de mort est un crime contre l'humanité, d'autant plus qu'il y a quand même une situation assez étonnante, c'est que le Cambodge est le seul pays aujourd'hui abolitionniste de la zone. Puisque comme tous les procès internationaux, soutenus par l'Organisation des Nations Unies, l'une des requêtes, c'est que la peine de mort soit abolie avant le début des procès. C'est le cas aussi pour le Rwanda à Arusha. Ce qui fait qu'aujourd'hui, par un hasard historique monstrueux, le Cambodge est le seul pays de cette zone où la peine de mort n'existe pas, puisqu'elle existe en Thaïlande, elle existe au Laos, elle existe au Vietnam, et au milieu, il y a le petit Cambodge où la peine de mort est abolie parce qu'il y a eu ces 2 millions de morts en 3 ans. Mais donc la défense des 4 autres, c'est de dire qu'eux n'étaient pas au courant, que la situation leur a échappé, qu'on leur a caché ça, et la défense de Douk qui lui évidemment étant responsable
responsable de S21 ne peut pas dire qu'il n'était pas au courant. Sa défense à lui, à la fin, était de dire moi je faisais un boulot et à ce moment-là, la peine de mort n'était pas interdite. Donc il y avait des traîtres et ces traîtres en effet étaient condamnés à mort. C'est dans un pays qui n'avait pas d'activité législative. Enfin,